Pendant 3 décennies, Minnie Beats a vécu comme si elle suivait 2 chemins complètement différents en même temps. Une vie s'est déroulée sous les feux des caméras et de l'attention du public, tandis que l'autre est restée soigneusement cachée dans l'ombre, là où personne ne pensait à regarder. Pour le monde qui regardait depuis son salon, la femme qu'ils ont vue pendant la ruée vers l'or semblait tout à fait réelle, tout à fait connue. Pourtant, cette version de Minnie n'était qu'une partie d'une histoire beaucoup plus vaste. Sous la force et le calme que les téléspectateurs admiraient, se cachait une réalité qu'elle gardait avec un soin extraordinaire, une vérité qui avait le pouvoir d'ébranler tout ce que la famille Beats avait construit ensemble. Lorsque les gens parlent de Minnie Beats, ils parlent rarement de célébrité au sens traditionnel du terme. Elle ne l'a jamais recherché. Au contraire, son nom est devenu célèbre parce qu'elle s'est tenue fermement aux côtés de son mari Tony Beats, l'un des chercheurs d'or les plus acharnés et les plus respectés dans les régions sauvages du Yukon. Pendant des décennies de travail éreintant et de saisons incertaines, Minnie a toujours été là, non pas en tant que spectatrice, mais en tant que partenaire. Sa présence donnait une impression de stabilité, dans un monde défini par le risque, la boue et des machines qui pouvaient tomber en panne à tout moment. Pour les millions de téléspectateurs qui ont fidèlement suivi l'émission Gold Rush sur Discovery Channel, Minnie représentait quelque chose de rare dans la télé-réalité, l'authenticité. Elle paraissait sincère dans un genre qui donnait souvent l'impression d'être mise en scène ou exagérée. Elle était la voix calme qui contrebalançait les aspérités de Tony, la main ferme qui pouvait monter dans une énorme pelleteuse et la faire fonctionner avec la même assurance qu'elle utilisait pour gérer le chaos sans fin d'un empire minier en pleine expansion. Pour les téléspectateurs, elle incarnait la résilience et le sens pratique, quelqu'un qui pouvait supporter des hivers brutaux et des charges de travail impossibles tout en conservant un sens de l'humour discret. À l'écran, elle était à la fois forte et chaleureuse, une grand-mère dont la dureté n'effaçait jamais la gentillesse. Les téléspectateurs voyaient une femme qui se tenait aux côtés de Tony à chaque saison difficile, dans les échecs cuisants comme dans les découvertes triomphantes. Leur partenariat semblait indéfectible, construit sur des années de lutte et de détermination commune. Pourtant, l'image présentée au monde, même si elle n'était pas entièrement fausse, avait été soigneusement façonnée. Ce que les gens voyaient était authentique à bien des égards, mais c'était aussi incomplet. Il manquait une dimension entière de la femme derrière les bottes de travail et les chemises en flanelle. Minnie avait compris depuis longtemps l'art subtil de ne révéler que ce qu'elle choisissait de révéler. Au fil des ans, elle a appris à garder le contrôle sur l'histoire que les autres croyaient à son sujet. Pendant 3 décennies, elle a réussi à garder une partie importante de son existence entièrement séparée de son identité publique. L'équilibre qu'elle a maintenu a exigé de la patience, de la discipline et une capacité remarquable à empêcher que des mondes différents ne se touchent jamais. Ceux qui travaillaient aux côtés de la famille Beats sur leur concession du Klondike remarquaient parfois quelque chose d'inhabituel. De temps en temps, Minnie disparaissait tout simplement. Parfois, ce n'était que pour quelques jours, mais d'autres fois, l'absence se prolongeait pendant des semaines. Lorsque des questions se posaient, les explications semblaient assez raisonnables. Elle avait des affaires de famille à régler à la maison, des rendez-vous médicaux qui nécessitaient un voyage ou des obligations personnelles qui n'avaient rien à voir avec l'exploitation minière. Tony ne répondait que rarement à des questions à ce sujet. Avec son air bourru caractéristique, il balayait la curiosité comme s'il s'agissait d'une distraction inutile. L'équipage a rapidement appris qu'il n'était pas bon de s'immiscer dans la vie privée de Minnie. Après tout, elle n'était pas seulement la femme de Tony, mais aussi l'une des personnes responsables de la gestion de l'opération et de la signature de leur chèque de paie. Le respect de sa vie privée est devenu une règle tacite parmi ceux qui travaillaient sur les demandes d'indemnisation. Même au sein de sa propre famille, Minnie a maintenu des limites que personne n'a songé à remettre en question. Ses enfants, Mike, Monica, Kevin et Bianca, ont grandi en comprenant que leur mère appréciait l'indépendance. Elle a toujours été le genre de personne à se tailler sa propre place, même dans le monde exigeant et souvent écrasant de l'extraction de l'or. Si elle avait parfois besoin de s'éloigner du Yukon, cela semblait naturel plutôt que suspect. Pour eux, cela semblait tout simplement faire partie de son identité. Une femme aussi forte et complexe avait sûrement des intérêts autres que la routine interminable de la saison minière. Le Yukon pouvait consumer la vie entière d'une personne si elle le permettait, et Minnie semblait assez sage pour ne pas se laisser faire.
Ces voyages lui donnaient l'impression de s'échapper sainement d'un monde de boue de machines et d'échéances incessantes. Mais la vérité derrière ces absences était bien plus compliquée que quiconque ne l'avait jamais imaginé. Minnie ne se contentait pas de s'absenter pour se reposer ou rendre visite à de vieux amis. Elle ne s'occupait pas seulement des obligations routinières liées au maintien de liens avec un autre pays. Au contraire, elle s'était tranquillement construit une vie totalement distincte qui existait au-delà des frontières du monde minier. Dans cette vie cachée, il y avait des relations, des responsabilités, et une version d'elle-même très différente de la femme que les téléspectateurs croyaient connaître. Fini les grosses bottes et les vestes de travail tachées d'huile, place à une personne plus soignée qui évoluait dans un environnement différent, où les conversations tournaient autour de l'art de la culture et des idées plutôt que des excavatrices et des rendements d'or. Maintenir une telle double existence exige une précision que peu de gens peuvent supporter. Pendant 30 ans, Minnie y est parvenue avec une maîtrise étonnante. Il n'y a pas eu de faux pas de contradictions qui ont déclenché des alarmes, et aucun moment où les deux moitiés de sa vie sont entrées en collision d'une manière qui aurait pu révéler la vérité. Chaque détail a dû être considéré avec soin, chaque emploi du temps organisé avec une planification méticuleuse. Cet effort exigeait une vigilance de tous les instants. Il s'agissait de compartimenter son identité de manière si complète que chaque version d'elle-même pouvait exister indépendamment sans interférer avec l'autre. La plupart des gens s'efforceraient de maintenir un tel équilibre pendant quelques mois. Minnie l'a maintenu pendant 3 décennies, naviguant dans les deux mondes avec une détermination tranquille. Lorsque la vérité sur sa double vie a fini par faire surface, elle n'est pas venue de révélations télévisées spectaculaires ou d'un journalisme d'investigation agressif. Elle a plutôt émergé lentement à travers une chaîne d'événements qu'aucune planification minutieuse n'aurait pu prédire. Les circonstances se sont déroulées et ont forcé les deux mondes qu'elle avait protégés pendant si longtemps à commencer à se rapprocher. Les racines de la vie cachée de Minnie remontent à bien plus loin que la plupart des gens ne le pensent. Elles ont été plantées bien avant que les caméras de la ruée vers l'or n'apparaissent au Yukon. En fait, l'histoire a commencé avant que la famille Beats ne devienne célèbre, avant que son nom ne devienne synonyme de succès dans les champs d'or du Klondike. Minnie Parmenter a rencontré Tony Beats pour la première fois aux Pays-Bas à la fin des années 1970. À cette époque, elle était jeune, énergique et attirée par l'ambition audacieuse de Tony. Il rêvait de traverser l'océan et de construire quelque chose de significatif dans un nouveau pays, un endroit où les opportunités pouvaient récompenser ceux qui étaient prêts à endurer des épreuves. Sa vision l'a fascinée et elle a choisi de suivre ce rêve à ses côtés. Lorsque le couple a immigré au Canada au début des années 1980, la réalité de ce rêve s'est avérée bien plus dure que ce que chacun d'entre eux aurait pu imaginer. Établir une exploitation minière à partir de presque rien exigeait des efforts incessants. Minnie s'est jetée dans le travail avec la même intensité que Tony. Elle a appris à utiliser de l'équipement lourd, à gérer des équipes de mineurs obstinés et à survivre aux hivers du Yukon qui mettaient à l'épreuve même les personnes les plus robustes. Pourtant même au cours de ses premières années, avant l'arrivée de la célébrité télévisuelle ou de la réussite financière, Minnie a maintenu des liens qu'elle n'a jamais vraiment expliqués. Bien sûr, elle avait de la famille aux Pays-Bas et garder le contact avec eux semblait naturel. Mais il y avait aussi des relations de son passé qui avaient un poids émotionnel plus profond des liens qui existaient bien avant qu'elle n'épouse Tony. Certaines de ces amitiés se sont progressivement transformées en quelque chose de plus compliqué. Elles représentaient des morceaux d'une vie qu'elle avait vécue avant le Canada, avant l'exploitation minière, avant les dures routines qui définissaient ses journées au Yukon. Lorsqu'elle a traversé l'Atlantique, elle n'a pas pu abandonner complètement ses liens. Ce qui a commencé par des lettres occasionnelles s'est peu à peu transformé en de rares appels téléphoniques. Au fil du temps, ces simples communications se sont transformées en quelque chose de plus impliqué. Les liens se sont renforcés au lieu de s'estomper, et Minnie s'est retrouvée à naviguer entre la vie qu'elle avait choisie et celle qu'elle avait laissée derrière elle. Au milieu des années 1990, elle avait établi un schéma qui semblait inoffensif en apparence. De temps en temps, elle retournait en Europe pour des visites prolongées. L'explication était simple et crédible, elle voulait passer du temps avec ses parents vieillissants et maintenir des liens avec son pays d'origine. Tony remettait rarement en question ses voyages. L'industrie minière occupait presque chaque instant de sa vie. Au contraire, il appréciait que Minnie ait quelque chose en dehors de l'isolement épuisant du Yukon. Les mines exigeaient une attention de tous les instants
et il supposait qu'elle avait besoin d'une distance occasionnelle de cet environnement implacable. Cependant, pendant ces périodes en Europe, Minnie s'est forgée une identité qui semblait totalement différente de celle qu'elle vivait au Canada. Au Yukon, elle était la matriarche dure et pratique d'une famille de mineurs. En Europe, elle évoluait dans des cercles sociaux qui semblaient bien éloignés des concessions boueuses et des excavatrices rugissantes. Elle a assisté à des vernissages de galeries où les artistes discutaient de leur travail, jusque tard dans la soirée. Elle a organisé de petits dîners où l'on parlait de littérature de voyage et de philosophie. Les gens avec qui elle passait du temps ne se doutaient pas que la moitié de sa vie s'était déroulée dans de rudes camps miniers, à faire fonctionner des machines lourdes sous un ciel glacial. Plus important encore, il y avait là quelqu'un qui était resté une présence constante au fil des ans. Ce lien remontait à sa jeunesse aux Pays-Bas, une relation qui n'avait jamais complètement disparu. Elle n'était pas définie par une passion dramatique ou un scandale, mais par un lien émotionnel profond qui avait tranquillement traversé les décennies. Même après avoir construit sa vie avec Tony au Canada, ce lien a perduré. Elle ne l'a jamais complètement rompu, peut-être parce qu'il représentait une partie d'elle-même qu'elle ne pouvait pas abandonner. La personne s'est finalement mariée et a fondé sa propre famille, mais le lien entre eux est resté. Maintenir deux mondes séparés exige une organisation extraordinaire. Minnie a soigneusement géré des comptes bancaires différents et des numéros de téléphone distincts pour les différentes parties de sa vie. Elle est devenue habile à créer des explications crédibles pour expliquer où elle allait et pourquoi elle avait besoin de s'absenter. Dans son esprit, elle gardait un calendrier privé qui retraçait les rythmes de ses deux vies. L'un suivait les cycles des saisons minières et de la production télévisuelle, l'autre suivait son temps en Europe en veillant à ce que les deux calendriers ne se chevauchent jamais d'une manière qui pourrait révéler la vérité. Lorsque Gold Rush a été diffusé pour la première fois en 2010 et que la famille Beats est soudain devenue une figure reconnaissable, tout a changé. Ce qui était auparavant un exercice d'équilibre personnel comportait désormais un risque bien plus grand. Des millions de téléspectateurs regardaient en se forgeant une opinion sur qui était Minnie et sur ce à quoi ressemblait sa vie. La pression pour maintenir son image soigneusement élaborée s'est accrue au fil des saisons. Chaque épisode la dépeint comme la partenaire directe de l'empire minier de Tony, la femme pratique qui veille à ce que tout fonctionne bien. Dans les coulisses, elle travaille encore plus dur pour s'assurer que rien de sa vie cachée ne passe à travers les mailles du filet. Elle devint habile à détourner les questions. Lorsque les membres de l'équipage lui posaient des questions sur le temps passé loin des revendications, elle redirigeait la conversation vers des sujets plus sûrs. Si la curiosité persistait, l'impatience naturelle de Tony servait souvent de bouclier pratique. Son rejet brutal des questions personnelles décourageait quiconque de creuser plus profondément. Pendant ce temps, le côté européen de sa vie continue d'évoluer tranquillement. La personne avec laquelle elle est restée en contact a vieilli en même temps qu'elle construisant une vie avec un mariage et des enfants. Malgré les années qui passent et la distance qui les sépare, ils trouvent toujours le moyen de se rencontrer. Ils ont continué à partager des moments et des conversations qui appartenaient entièrement à ce monde caché. Ces morceaux de sa vie sont restés soigneusement enfermés loin des camps miniers du Yukon, protégés par des décennies de silence et par l'équilibre délicat que Minnie a passé la moitié de sa vie à maintenir. C'était un arrangement étrange, ni tout à fait honnête, ni tout à fait trompeur, existant dans une zone grise éthique que Minnie rationalisait comme protégeant toutes les personnes impliquées d'une douleur inutile. Par 2015, Minnie avait réussi à gérer sa double existence depuis bien plus de 20 ans. Elle avait survécu à la transition vers la célébrité télévisuelle, à la surveillance accrue de la vie publique et au défi de la vieillesse tout en maintenant un secret aussi élaboré. Elle avait des raisons de croire qu'elle pourrait continuer indéfiniment, que cette dualité soigneusement construite pourrait persister jusqu'à ce que les circonstances la résolvent naturellement, en raison de l'âge ou de situations de vie changeantes. Ce qu'elle n'avait pas prévu, c'était la façon dont la technologie moderne et la nature interconnectée de la vie contemporaine commenceraient à éroder les murs qu'elle avait construits entre ces deux mondes. La famille secrète. L'aspect le plus étroitement gardé de la double vie de Minnie n'était pas simplement la relation qu'elle avait maintenue en Europe, mais les liens familiaux qui s'étaient développés à partir d'elle. Cette dimension de son secret allait bien au-delà d'une relation personnelle s'étendant à des responsabilités et à des liens affectifs qui ont façonné son identité d'une manière que la famille Beats n'a jamais comprise.
La personne avec laquelle Minnie était restée en contact aux Pays-Bas avait une fille issue de leur mariage, une femme nommée Elise, qui est née à la fin des années 1981. Bien que Minnie n'ait pas de lien biologique avec Elise, elle avait été présente à des moments clés de l'enfance de la petite fille lors de ses visites en Europe, servant en quelque sorte de tante de substitution qui apparaissait et disparaissait avec une régularité mystérieuse. En devenant adulte, Elise a développé sa propre relation avec Minnie indépendamment de celle de ses parents. Elle ne connaissait pas toute la vérité sur la situation de Minnie au Canada, elle ne comprenait pas que la femme qu'elle connaissait comme une amie de la famille qui venait en visite de l'étranger vivait en fait une vie totalement séparée avec un mari et des enfants qui n'avaient aucune idée de ses liens européens. Quand Elise a eu sa propre fille, dans 2012, Minnie a ressenti un attrait qu'elle n'avait pas anticipé. Cet enfant, d'une manière étrange et compliquée, représentait une relation de grand-mère qui existait parallèlement à son rôle de grand-mère biologique au Canada. Elle a commencé à trouver des raisons de prolonger ses voyages en Europe, d'être présente pour les anniversaires et les étapes importantes d'une manière qui nécessitait des excuses de plus en plus élaborées au Yukon. Tony a remarqué les absences de plus en plus longues, mais les a attribuées à l'âge avancé de Minnie et à son désir de passer plus de temps avec ses propres parents vieillissants. Les enfants Beats, désormais adultes, avec leur propre vie et leurs propres responsabilités, étaient trop occupés par leur propre famille et les exigences de l'exploitation minière pour surveiller de trop près les déplacements de leur mère. Mais l'implication de Minnie dans la vie d'Elise a créé des complications qui allaient au-delà de l'emploi du temps. Elle a apporté un soutien financier couvrant les frais d'éducation et les dépenses médicales de l'enfant des fonds qu'elle a soigneusement détournés des comptes que Tony ne surveillait que rarement. Elle a offert un soutien émotionnel lors du divorce difficile d'Elise en 2016, passant des semaines aux Pays-Bas pendant une période où elle a dit à la famille qu'elle faisait face à une grave crise de santé qui nécessitait un traitement en Europe. La tromperie autour de cette prétendue crise de santé a été particulièrement profonde. Monica et Bianca voulaient venir en Europe pour être avec leur mère pendant ce qu'elles croyaient être une période effrayante. Pourtant, Minnie insistait sur le fait qu'elle devait faire face à la situation en privé, qu'elle ne ferait que s'inquiéter davantage s'il la voyait dans un état aussi vulnérable. Les filles ont accepté à contre-cœur, respectant ce qu'elles pensaient être le désir de dignité de leur mère pendant la maladie, sans jamais savoir qu'elle aidait en fait Elise à naviguer dans l'épave émotionnelle de son mariage raté. La relation de Minnie avec la fille d'Elise, une petite fille nommée Sophie, est devenue l'un des aspects les plus tendres et les plus compliqués de sa double vie. Sophie l'appelait Oma, le mot néerlandais pour grand-mère, et à bien des égards, Minnie se trouvait plus présente émotionnellement avec cet enfant qu'elle ne l'était parfois avec ses propres petits-enfants biologiques. La séparation entre ces deux vies lui permettait de se cloisonner, la libérant de la dynamique compliquée de la famille Beats. Elle gardait des photos de Sophie cachées dans une petite boîte verrouillée parmi ses affaires des images qu'elle regardait pendant les moments de calme, dans les concessions minières, une source secrète de joie qu'elle ne pouvait jamais partager avec qui que ce soit dans sa vie, au Canada. La culpabilité de ce secret lui pesait mais pas suffisamment pour qu'elle choisisse une vie plutôt qu'une autre. Par 2018, Minnie entretenait depuis des décennies des relations actives dans ses familles canadiennes et européennes. Elle assistait aux spectacles scolaires de Sophie quand elle le pouvait tout, comme elle assistait aux événements pour les enfants de Mike, Monica, Kevin et Bianca. Elle a offert à Elise des conseils sur l'éducation des enfants et les relations interpersonnelles, tout comme elle a conseillé ses propres filles dans leurs difficultés. En fait, elle vivait comme deux versions différentes de sa grand-mère, dont aucune n'était pleinement consciente des petits-enfants de l'autre. La charge émotionnelle de cette division s'est manifestée d'une manière que Minnie n'a pas entièrement reconnue. Elle connaît des périodes de dépression qu'elle attribue aux rudes hivers du Yukon ou au stress de l'exploitation minière sans jamais admettre que l'épuisement provient de l'entretien d'une fiction aussi élaborée. Elle se surprend parfois à manquer de mentionner Sophie à sa famille canadienne, se rattrapant au dernier moment les faux pas, devenant de plus en plus fréquents au fil des ans. La dimension financière de sa double vie devient également de plus en plus complexe. Au-delà du soutien direct qu'elle apportait à Elise, Minnie avait pris des dispositions dans son testament pour qu'une partie de ses biens revienne à Sophie, dispositions qui nécessiteraient éventuellement des explications si elles étaient découvertes. Elle avait travaillé avec un avocat à Amsterdam qui ne connaissait rien de sa vie canadienne, créant des documents juridiques
qui existait en totale indépendance par rapport à ses affaires nord-américaines. Ce que Minnie ne comprenait pas vraiment, c'est que l'ère numérique créait un enregistrement de plus en plus détaillé de ses mouvements et de ses relations. Les murs entre ces deux mondes devenaient de plus en plus perméables, et il suffirait d'une recherche déterminée ou d'une découverte accidentelle pour que tout soit mis en lumière. La toile des mensonges s'effiloche. La première fissure dans la double existence soigneusement construite par Minnie est apparue au début des années 2020 et 1, Cependant, il lui faudra des mois avant de reconnaître qu'il s'agit du début de l'exposition de son secret. Alors qu'elle aide sa mère à organiser des documents pour la société minière Monica, remarque un relevé bancaire inconnu qui a été accidentellement mélangé aux documents commerciaux. Le compte indique des transferts réguliers vers un destinataire à Amsterdam, des montants qui ne sont pas énormes, mais qui sont suffisamment importants pour être remarqués en particulier en raison de leur constance sur plusieurs années. Lorsque Monica l'a interrogé à ce sujet, Minnie a expliqué qu'il s'agissait d'un soutien à un cousin éloigné qui avait connu des temps difficiles, une histoire qui semblait suffisamment plausible pour que Monica n'aille pas plus loin. Mais la question avait été posée et elle a semé une graine de curiosité qui a fini par se développer. Monica a mentionné les transferts d'Amsterdam à sa sœur Bianca au cours d'une conversation sur les finances de leurs parents et la planification de leur succession. Bianca, qui avait toujours été plus observatrice que ses frères et sœurs, se souvenait d'autres incohérences mineures au fil des ans. Des moments où les explications de leur mère sur ses allées et venues ne tenaient pas la route, des moments où Minnie semblait cacher quelque chose, mais jamais rien, qui ne semblait valoir la peine d'être confrontée. La pandémie de 2020 avait en fait fourni à Minnie une couverture inattendue. L'absence de cette dimension de sa vie a considérablement simplifié les choses, même si elle l'a angoissée à l'idée de manquer des moments essentiels de la vie de Sophie. L'enfant grandissait, traversait des années de développement crucial, et Minnie ne pouvait maintenir le contact que par le biais d'appels vidéo soigneusement programmés passés, lorsqu'elle était certaine de préserver son intimité. Mais lorsque les voyages internationaux ont repris à la fin des années 2020 et 1, Minnie a planifié avec impatience son retour aux Pays-Bas. Elle a dit à Tony qu'elle avait besoin d'un voyage prolongé pour régler des questions de propriété liées à la succession de sa défunte mère, des affaires qui avaient été impossibles à gérer à distance pendant la pandémie. C'était une explication raisonnable et Tony, comme toujours, ne l'a pas remise en question profondément. Ce que Minnie ne savait pas, c'est que Bianca avait commencé à enquêter discrètement, non pas parce qu'elle soupçonnait quelque chose de dramatique, mais parce qu'elle sentait de plus en plus qu'il y avait des aspects de la vie de leur mère que la famille ne comprenait pas. Elle commence par de simples recherches sur Internet, à la recherche d'archives publiques ou d'informations sur la famille de Minnie aux Pays-Bas. Elle trouve une notice nécrologique de la mère de Minnie datant de 2018 qui mentionne les membres survivants de la famille. Parmi les noms cités figurent des personnes dont Bianca n'a jamais entendu parler, des relations qui n'ont jamais été expliquées. Il y était question d'une amie proche de la famille qui avait aidé à s'occuper de la mère de Minnie dans ces dernières années, une personne décrite avec un degré d'intimité qui suggère une relation très importante. Bianca a partagé ses découvertes avec Monica, et ensemble, elles ont commencé à reconstituer un tableau qui les troublait. Leur mère avait des liens et des relations en Europe qui allaient bien plus loin que ce qu'elle n'avait jamais révélé. La nature de ces liens reste floue, mais le secret qui les entoure est de plus en plus troublant. Pendant ce temps, aux Pays-Bas, la vie européenne de Minnie connaît sa propre crise. L'ancien mari d'Elisa mère, après le divorce, et conscient que Minnie a apporté un soutien substantiel à son ex-femme, commence à se renseigner sur l'identité réelle de cette femme mystérieuse. Ses recherches l'ont amené à découvrir la célébrité de Minnie à la télévision, la richesse de la famille Bitz et le contraste frappant entre sa vie publique et sa présence discrète à Amsterdam. Il y a vu une opportunité. Au printemps de 2022, il a contacté un journaliste de tabloïd qui couvrait la télé-réalité, lui proposant de fournir des détails sur la famille européenne secrète de Minnie Bitz en échange d'une rémunération. Le journaliste s'est immédiatement intéressé à l'histoire d'un membre bien aimé de l'équipe de Gold Rush, menant une double vie, ce qui lui permettrait d'attirer l'attention et de générer des revenus importants. Le journaliste a commencé à enquêter en contactant des personnes à Amsterdam qui connaissaient Minnie, en rassemblant les enregistrements de vol et les messages sur les médias sociaux où Minnie apparaissait à l'arrière-plan des photos, en documentant sa présence aux Pays-Bas, à des moments où elle avait prétendu être ailleurs,
ou avait été délibérément vague au sujet de sa position géographique. De retour au Canada, Monica et Bianca décident de confronter directement leur mère. En juin de 2022, au cours de ce qui était censé être un banal dîner de famille chez les Bitts, elles demandent à Minnie d'expliquer les relations et les liens financiers qu'elles ont découverts. Le premier réflexe de Minnie est de se défiler d'offrir des versions modifiées de la vérité qui pourraient satisfaire ses filles sans pour autant tout révéler. Elle reconnaît avoir des amis proches aux Pays-Bas, des personnes qu'elle a soutenues financièrement, mais elle explique qu'il s'agit d'une simple générosité envers de vieux amis de la famille qui ont beaucoup compté pour ses parents. Mais Monica et Bianca ont insisté davantage. Elles voulaient des noms. Elles voulaient comprendre la nature de ces relations. Elles voulaient savoir pourquoi leur mère avait été si secrète au sujet de liens qui semblaient être au cœur de sa vie. La conversation s'est envenimée, Minnie se mettant sur la défensive, et ses filles devenant de plus en plus convaincues que quelque chose d'important leur était caché. Tony, présent lors de cette confrontation, se trouve pris entre la confusion et un sentiment croissant de trahison. Il n'avait jamais remis en question les voyages européens de Minnie, lui avait fait entièrement confiance et entendait maintenant des suggestions selon lesquelles il y avait des dimensions de sa vie qu'il ne connaissait pas. Le dîner s'est mal terminé, Minnie partant en détresse, et ses filles frustrées et inquiètes. Pour la première fois depuis 30 ans, Minnie, sans le contrôle de ses deux vies séparées, lui échappait. La révélation qui a tout changé. Ce que Minnie ne savait pas en quittant ce dîner familial tendu, c'est que le journaliste du tabloïd avait déjà terminé son enquête et s'apprêtait à la publier. L'histoire a éclaté 3 jours plus tard, à la fin du mois de juin de 2022, avec un titre qui allait faire voler en éclats les limites soigneusement maintenues de la double vie de Minnie pour toujours. L'article détaillait la relation que Minnie entretenait depuis des décennies avec une famille d'Amsterdam, son rôle dans le soutien et l'aide à l'éducation d'un enfant qui s'appelait sa grand-mère, et les arrangements financiers qu'elle avait maintenus en secret vis-à-vis de sa famille canadienne. Bien que le journaliste se soit trompé sur certains faits et ait fait du sensationnalisme sur certains aspects, la vérité fondamentale était indéniable et désormais publique. Monica a vu l'article en premier, transmis par une amie qui a reconnu le nom de leur mère. Elle a appelé Bianca immédiatement, et ensemble elles ont appelé leur père. Tony a lu l'article dans un silence stupéfait, son esprit ayant du mal à assimiler ce qu'il voyait. La femme avec laquelle il était marié depuis plus de 40 ans menait une vie dont il ne savait rien, entretenant des relations et des responsabilités qu'elle n'avait jamais révélées. La première réaction fut un choc pur et simple, pas encore de la colère, juste la désorientation écrasante de voir sa compréhension de la réalité fondamentalement altérée. Tony était assis dans son bureau à la concession minière. L'article s'affiche sur l'écran de son ordinateur, il lit et relit les détails comme si la répétition pouvait leur donner un sens. Minnie était à Amsterdam quand l'histoire a éclaté. Élise l'a appelé en panique après avoir vu l'article partagé sur les médias sociaux, horrifiée que leur situation privée soit maintenant discutée par des inconnus en ligne. Minnie a immédiatement compris que tout était sur le point de s'effondrer. Il n'y aurait plus d'explications, plus de déviations. Toute la vérité devait éclater et elle devrait en assumer les conséquences. Elle a réservé le premier vol disponible pour le Canada, sachant qu'elle devait affronter sa famille en personne pour essayer d'expliquer ce qui ne pouvait pas vraiment être expliqué. Pendant le long vol, elle a essayé de formuler des mots qui pourraient les aider à comprendre. Mais comment justifier 3 décennies de tromperie? Comment faire comprendre aux gens que vous les aimez complètement tout en vivant une toute autre vie? Lorsqu'elle est arrivée à la maison qu'elle partageait avec Tony, il l'attendait. La conversation qui suivit fut la plus difficile de la vie de Minnie. Tony n'était pas un homme porté sur les démonstrations émotionnelles, mais sa douleur était évidente dans chaque mot. Il voulait comprendre pourquoi. Pourquoi avait-elle besoin de cette vie secrète? Pourquoi ne lui avait-elle pas confié la vérité? Pourquoi l'avait-elle laissé croire qu'il la connaissait alors qu'il ne connaissait qu'une version d'elle? Minnie a tenté de s'expliquer. Elle a expliqué que la relation à Amsterdam avait précédé son mariage, qu'elle n'avait jamais été de nature sexuelle ou romantique une fois qu'elle s'était engagée avec Tony, mais qu'elle avait été un lien émotionnel qu'elle ne pouvait se résoudre à rompre. Elle a parlé d'Élise et de Sophie, de la façon dont son implication dans leur vie avait comblé quelque chose en elle qu'elle n'arrivait pas à nommer. Mais alors même qu'elle parlait, elle reconnaissait à quel point ses explications étaient inadéquates. La vérité était qu'elle avait fait des choix qui donnaient la priorité à ses propres besoins et à son confort émotionnel, plutôt qu'à l'honnêteté avec les personnes qui le méritaient le plus.
Elle avait été égoïste, et aucune rationalisation ne pouvait changer ce fait fondamental. La conversation avec ses enfants est encore plus difficile. Le lendemain, Mike, Kevin, Monica et Bianca se retrouvent à la maison et Minnie leur fait face. Leurs questions touchent au cœur de tout. Les aimait-elle moins parce qu'elle s'était tant investie dans cette autre famille? Avait-elle pensé à Sophie lorsqu'elle avait manqué les événements de leurs enfants? Quelle part de leur mère avait été réelle? Et quelle part avait été une représentation? Minnie a essayé de leur assurer que son amour pour eux n'avait jamais été diminué par ses relations à Amsterdam, mais elle pouvait voir le doute dans leurs yeux. La confiance, une fois brisée si complètement, ne pouvait pas être rétablie avec des mots. Elle devrait la regagner par des actions si tant est qu'elle puisse être regagnée. La réaction du public à cette révélation a été intense mais mitigée. Certains téléspectateurs de la ruée vers l'or se sont sentis trahis, considérant Minnie comme une menteuse qui les avait trompés ainsi que sa famille. D'autres ont exprimé leur sympathie, voyant dans son histoire une situation humaine compliquée, plutôt qu'un simple échec moral. Les discussions sur les réseaux sociaux et les forums de fans se sont poursuivies pendant des semaines, chacun ayant son opinion sur ce que Minnie aurait dû faire et ce que cela signifiait. Pour Minnie elle-même, l'exposition a apporté un soulagement inattendu, en même temps que la douleur. Pour la première fois en 30 ans, elle n'a pas eu à maintenir des versions distinctes d'elle-même. L'épuisement de la compartimentation constante s'est dissipé, même si elle a dû faire face à l'épave de la confiance brisée et des relations endommagées. Elle a tendu la main à Élise pour s'excuser de l'invasion de leur vie privée, de la façon dont l'exposition avait fait de leur relation un spectacle public. Élise était compréhensive mais aussi blessée, sentant que le secret de Minnie avait en quelque sorte diminué la légitimité de leur connexion comme s'il s'était agi de quelque chose de honteux qui devait être caché. La conversation que Minnie a dû avoir avec Sophie, désormais âgée de 10 ans, est suffisamment grande pour comprendre que quelque chose de grave se passait, a été déchirante. Minnie a essayé d'expliquer dans des termes adaptés à son âge qu'elle avait fait des erreurs dans la manière dont elle avait géré ses relations, qu'elle aimait beaucoup Sophie, mais qu'elle avait aussi d'autres personnes à aimer et qu'elle essayait de trouver un moyen d'arranger les choses avec tout le monde. Vivre avec la vérité. Les mois qui ont suivi la révélation ont mis à l'épreuve toutes les relations de la vie de Minnie. Tony se demande s'il doit continuer à se marier, hésitant entre le désir de préserver ce qu'ils ont construit ensemble et le sentiment que les fondements de leur relation ont été révélés comme fondamentalement malhonnêtes. Il commence à voir un conseiller, ce que Tony n'avait jamais imaginé faire, travaillant sur des décennies de blessures et de tromperies. L'exploitation minière se poursuit car, indépendamment des drames personnels, l'or doit être extrait et les factures doivent être payées. Minnie est retournée travailler sur les demandes d'indemnisation face à des membres d'équipage qui avaient lu les articles et vu les discussions sur les médias sociaux. La plupart étaient suffisamment respectueux pour ne pas poser de questions directes, mais l'atmosphère avait changé. Elle n'était plus simplement la femme du patron et une opératrice qualifiée. C'était une femme dont la vie privée était devenue un spectacle public. La saison suivante de Gold Rush a posé des problèmes à la fois à Minnie et à la société de production. Discovery Channel a dû décider comment gérer la situation, l'aborder directement dans l'émission ou l'ignorer complètement. Ils ont finalement choisi une voie médiane, reconnaissant que Minnie avait des relations familiales complexes en Europe, mais sans entrer dans les détails, laissant les téléspectateurs qui voulaient en savoir plus chercher ailleurs. La relation de Minnie avec ses enfants a évolué lentement. Monica et Bianca, qui avaient été les plus proches de leur mère, ont ressenti la trahison de la manière la plus aiguë. Ils avaient partagé tant de choses avec elle au fil des ans, lui avaient demandé conseil sur leurs propres relations et leur rôle de parents, et se demandaient maintenant si la femme à qui ils s'étaient confiés était authentique ou si elle jouait simplement un rôle. Mike et Kevin, peut-être parce qu'ils avaient toujours gardé une plus grande distance émotionnelle avec leur mère, étaient plus à même d'accepter la situation et d'aller de l'avant. Ils considéraient qu'il s'agissait d'un problème à résoudre pour leurs parents et non de quelque chose qui changeait fondamentalement leur relation avec Minnie. La question de savoir comment intégrer les deux familles le cas échéant est devenue délicate. Les enfants canadiens de Minnie devraient-ils rencontrer Élise et Sophie? Devrait-on reconnaître l'existence et l'importance de ces relations? Ou est-il plus sain de maintenir une certaine séparation en reconnaissant que ce n'est pas parce que le secret a été révélé que tout le monde doit devenir une famille reconstituée?
Minnie a proposé un voyage où les deux familles pourraient se rencontrer en terrain neutre dans un cadre de vacances, où l'accent pourrait être mis sur l'apprentissage de la connaissance mutuelle sans la pression des concessions minières ou d'Amsterdam. L'idée a été accueillie avec des réactions mitigées. Sophie était curieuse de connaître ses parents canadiens, dont elle avait entendu parler, mais qu'elle n'avait jamais rencontrés. Les petits-enfants de Minnie au Canada ne savaient pas très bien qui était Sophie et ce qu'elle représentait pour leur grand-mère. La rencontre a finalement eu lieu à l'automne de 2022, à Vancouver, loin à la fois du Yukon et d'Amsterdam. Élise et Monica se sont trouvées des points communs, en tant que mères, naviguant dans leur relation avec la même femme compliquée. Sophie et ses cousins canadiens ont joué ensemble avec l'acceptation facile des enfants qui n'ont pas encore appris à être rancuniers pour des choses qui se sont produites avant leur naissance. Pour Minnie, le fait de voir les deux familles réunies est bouleversant. C'est ce qu'elle a évité pendant 30 ans, la collision de ces deux mondes. Et pourtant, maintenant que cela se produit, ce n'est pas la catastrophe qu'elle craignait. C'est désordonné et inconfortable, mais c'est honnête, comme sa vie précédente ne l'avait jamais été. Tony a assisté à la réunion de Vancouver, mais est resté distant, observant mais ne participant pas pleinement. Sa relation avec Minnie était encore fragile, construite sur de nouveaux termes qui reconnaissaient les déceptions passées tout en essayant d'aller de l'avant. Il n'a pas fait de promesses de pardon ou de réconciliation, seulement qu'il resterait présent et verrait où les choses mèneraient. Au début des années 2023, Minnie s'était installée dans une nouvelle réalité. Ses voyages à Amsterdam n'étaient plus secrets. Elle en discutait ouvertement avec Tony avant de s'y rendre. Elle a appelé Sophie par vidéo lorsqu'elle était au Canada, ne cachant plus leur relation. Elle a établi des comptes financiers distincts qui ont été entièrement divulgués, garantissant que le soutien qu'elle apporte à Élise et Sophie n'implique pas de tromperie sur les ressources de la famille. La relation entre les deux familles de Minnie est restée compliquée mais fonctionnelle. Ils n'étaient pas proches, mais ils reconnaissaient l'existence de l'autre et son importance pour Minnie. Les vacances étaient négociées avec soin. Minnie se trouvant tantôt en Europe, tantôt au Canada, mais toujours avec l'assurance que tout le monde savait où elle se trouvait et avec qui elle était. Ce que Minnie a appris lentement et douloureusement, c'est que l'honnêteté crée sa propre forme de paix. L'épuisement lié au maintien des mensonges a fait des ravages qu'elle n'a jamais vraiment reconnus pendant qu'elle les vivait. Maintenant que tout est révélé, elle peut être pleinement elle-même avec tout le monde et ne plus compartimenter son identité en fonction du lieu où elle se trouve. La réconciliation complète avec sa famille canadienne reste un travail en cours. La confiance, une fois brisée si complètement, ne pouvait pas être rétablie rapidement. Mais il y avait des moments de grâce, des moments où Monica ou Bianca partageaient quelque chose de personnel avec leur mère, et où Minnie y voyait un petit vote de confiance, une volonté d'aller vers le pardon. L'histoire de Minnie Beat nous rappelle que même les personnes que nous pensons connaître parfaitement peuvent receler des profondeurs que nous n'aurions jamais imaginées. Sa double vie qui a duré 30 ans ne s'est pas terminée par un triomphe, mais par une honnêteté douloureuse qui a appris à toutes les personnes concernées que la tromperie, aussi bien intentionnée soit-elle, coûte finalement plus cher que la vérité. Si vous avez trouvé cette histoire aussi captivante que nous, veuillez aimer cette vidéo, vous abonner à notre chaîne et partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Que feriez-vous dans la situation de Minnie? Nous serions ravis de recevoir vos commentaires.